Le Niger vient d'être condamné à verser 435 millions de francs CFA de dédommagement à la famille de l'ancien président Ibrahim Baré Maïna Sara. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Charles Konobani, candidat indépendant, s'est retiré de la course à la présidentielle. Enfin au Cameroun, les islamistes de Boko Haram se sont emparés de Kerawa, ville frontalière du Nigeria. C'était là les titres de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La justice ouest-africaine a ordonné ce vendredi à l'État du Niger de verser des dédommagements de plusieurs centaines de milliers d'euros à la famille de l'ancien président Ibrahim Baré Maïna Sara. Il avait été tué lors d'un coup d'État en 1999. Reportage. Les 5 juges de la Cour de justice de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont demandé que le Niger paie 435 millions de francs CFA, soit 663 000 euros au total, à la veuve de l'ancien dirigeant, à ses 5 enfants et à ses 11 frères et sœurs. Le tribunal, réuni à Abuja, au Nigeria, a jugé à l'unanimité que le droit à la vie du président Ibrahim Baré Maïna Sara a été violé. The right to life of President Maïna Sara has been violated. Il a dit que le droit à la vie du président Maïna Sara a été violé. Après, le droit du demandeur d'avoir accès à la justice a été violé aussi. Vous savez, l'important pour nous, ce n'est pas la réparation. L'argent n'est pas important du tout. Nous avons demandé à la Cour d'approuver ces 2 droits comme nous en avons le droit. We asked to condemn as we have a right. 11 membres de la famille de l'ancien président avaient saisi la Cour régionale en décembre 2013 pour qu'elle oblige l'État nigérien à identifier et traduire les assassins en justice. La justice a donc tranché en leur faveur, selon le jugement lu par un des 5 magistrats, le juge Alioune Sall. I'm very satisfied because I sense the people of Niger helping. Je suis satisfait du jugement. Je remercie le peuple du Niger de nous avoir aidés durant ce combat. Je tiens aussi à avoir un mot pour le gouvernement sénégalais parce qu'ils nous ont beaucoup aidés après l'assassinat. Le général Maïna Sara a été tué sur une base militaire par des membres de sa propre garde le 9 avril 1999 lors d'un coup d'État, 3 ans après qu'il se soit lui-même emparé du pouvoir par la force après des élections contestées. La junte a été remplacée par un gouvernement civil en décembre suivant. La veuve de l'ex-président recevra 75 millions de francs CFA, chacun de ses 5 enfants 50 millions et ses 11 frères et sœurs toucheront 10 millions chacun. Les décisions du tribunal s'appliquent à chacun des 15 membres de la CEDEAO dont le Niger fait partie et sont sans appel. Les États-Unis d'Amérique renforcent les capacités opérationnelles des forces armées nigériennes. L'ambassadrice des États-Unis au Niger a remis au ministre nigérien de la Défense 2 avions de type Cessna et un important lot d'équipements militaires. Plus de détails avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. C'est un soutien de taille que les États-Unis d'Amérique viennent d'apporter au Niger à travers le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité nigériennes. L'ambassadeur des États-Unis au Niger a officiellement remis au ministre nigérien de la Défense 2 aéronefs de type ISR Cessna et d'équipements de lutte contre le terrorisme. Les nouveaux aéronefs de type Cessna sont équipés de matériel pour permettre aux forces armées nigériennes d'identifier des menaces locales et de sécuriser ses frontières. L'aéronef, l'équipement et la formation font partie d'un programme d'une valeur de près de 24 millions de dollars américains, soit 13,8 milliards de francs CFA. Le Niger, qui fait face à un regain d'insécurité sur au moins 3 de ses frontières, pourra ainsi, avec ses moyens mis à sa disposition, bien sécuriser ses frontières et venir à bout des attaques de tout genre menées par les forces du mal. Le ministre nigérien de la Défense a salué ce geste des États-Unis d'Amérique, qui n'est pas le premier du genre. Ces équipements majeurs que nous venons de recevoir et la formation requise, aussi bien pour leur utilisation que pour leur maintenance,
contribueront significativement à améliorer la qualité des prestations de nos forces armées, surtout de nos jours où le maintien de la paix et de la sécurité relève de plus en plus de la gageure, tant les défis sécuritaires sont abondants et complexes. L'aide américaine au Niger en matière de sécurité remonte à un accord du 14 juin 1962. En vertu de celui-ci, Washington fournit des équipements et des services à Niamey afin d'aider à assurer sa sécurité et son indépendance. Je l'annonçais en titre, ils ne sont désormais plus que 7 les candidats en liste pour le scrutin de dimanche en Côte d'Ivoire. L'ancien Premier ministre et ex-président de la BCEAO, Charles Kono-Bani, candidat indépendant, vient de se retirer de la course. L'annonce a été rendue publique lors d'une conférence de presse. Suivons ici Charles Kono-Bani sur des propos recueillis par Joël Yetondi, Chris Paterna-Sémian et Juste Danrissou. Mes chers compatriotes, après avoir mené jusqu'au bout le combat pour amener nos responsables à épargner à la Côte d'Ivoire de nouvelles souffrances et de nouvelles frustrations, j'ai donc décidé, mes chers compatriotes, de ne plus participer à compter de cet instant, de ne plus participer au processus inique imposé à vous, mes compatriotes, aux Ivoiriens. J'ai décidé à partir de cet instant de me retirer. La Côte d'Ivoire vote donc dimanche prochain pour la présidentielle, la première du genre après la crise post-électorale de 2010-2011. Pour le consultant politique Claude Sailly, la Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire. Le scrutin de dimanche est selon lui capital à double titre car il permettra de relancer le pays d'une part et marquera la fin d'un processus générationnel d'autre part. Pour tous ceux qui suivent un peu, qui observent avec beaucoup d'attention les différents processus électoraux dans les pays, comme la Côte d'Ivoire, qui ont connu des crises, des conflits ou une guerre, il y a une forme de lassitude au niveau des populations. Premier élément. Le deuxième élément, dès l'instant où ces conflits, ces crises et cette guerre-là ont entraîné une déchirure du tissu social, il est toujours difficile de repartir vers ces populations qui, d'une manière ou d'une autre, ont été un peu traumatisées. Il faut donc leur remonter le moral et les appeler à comprendre qu'au-delà des conflits qui naissent à partir des élections, l'on peut rebâtir une vie. Je dis, dans toute analyse que l'on fait d'un processus électoral, il faut toujours tenir compte de ce qui s'est fait avant et de ce qui se fait maintenant et ce qui sera après. Retenez bien une chose, ces élections-là ont un enjeu capital. Nous sommes pratiquement à la fin d'un processus générationnel. 4 personnalités ont dominé la vie politique en Côte d'Ivoire après le décès du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Houphouët-Boigny, 1993. Vous aviez un héritier institutionnel, c'était le Premier ministre d'alors, le Premier ministre Alassane Ouattara. Vous aviez un héritier constitutionnel, c'était le président de l'Assemblée nationale, le président Henri Konan Bédié. Vous avez le gardien du temple, qui était chef d'état-major, le général Robert Guèye, et puis le leader de l'opposition, Laurent Gbagbo. Ces 4 personnalités d'une même génération ont eu la chance d'avoir un destin national et ont toutes dirigé le pays. Donc avec l'accession du président Ouattara à la magistrature suprême, c'est la fin d'un cycle générationnel. Donc l'enjeu de ces élections, c'est le renouvellement du personnel politique qui permettra, qui jettera les bases de la construction d'une nation. La Côte d'Ivoire est un pays. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas encore la nation ivoirienne. On ne parlera de nation ivoirienne que lorsque chacun des Ivoiriens, chacune des Ivoiriennes se sentira un Ivoirien avant de parler de son ethnie, avant de parler de sa religion.
Au Nigeria, une explosion survenue ce vendredi dans une mosquée de Yola, une ville du nord-est du pays, a fait au moins 27 morts et 96 blessés. L'explosion, la première dans cette mosquée dont la construction n'était pas encore totalement achevée, s'est produite au moment de la prière hebdomadaire de l'après-midi. Elle fait suite à l'attentat suicide qui a tué dans la matinée 28 personnes dans une mosquée de la ville de Maïdougouri, fief historique des islamistes de Boko Haram dans l'état de Borno, également situé dans le nord-est du Nigeria. On parle toujours de Boko Haram, mais cette fois-ci au Cameroun, les islamistes se sont emparés ce vendredi de Kerawa, ville frontalière du Nigeria, dans la région de l'extrême nord. Une première depuis l'affaiblissement des insurgés par une opération des armées de la région début 2015. Jeudi, les assaillants avaient attaqué la ville, tuant plusieurs personnes dans des mosquées. De son côté, le gouvernement camerounais, à travers son ministre de la Communication, soutient que pas un centimètre carré de son territoire n'était occupé par les islamistes. Alors que la campagne électorale bat son plein en Tanzanie, certains politiciens auraient recours à la sorcellerie pour assurer leur victoire. 4 mois après un rappel à l'ordre du ministère de l'Intérieur auprès des candidats aux élections générales de ne pas avoir recours à la sorcellerie pendant la campagne, Mathias Chikawe, le ministre de l'Intérieur, avoue que son annonce n'a pas eu vraiment d'effet. Cette année, Dr Magnogno n'a pas besoin de potions magiques pour que ses affaires marchent. Pendant la campagne électorale, les politiciens affluent pour assurer leur succès aux élections, des politiciens qu'ils refusent de nommer. Les candidats importants qui veulent devenir députés ou présidents m'envoient leur assistant. Avec lui, j'arrange un rendez-vous avec le politicien dans un endroit caché car ils sont connus. En ce moment, nous ne pouvons pas rompre le lien, je suis toujours en contact avec eux jusqu'à la fin des élections. Selon une étude de 2010 du Pew Research Center, un centre de recherche américain, plus d'un Tanzanien sur 2 croit en la sorcellerie. Le pays s'élève donc au premier rang des 19 pays africains interrogés. Pourtant, les électeurs sont catégoriques. Officiellement, aucun n'a recours à la sorcellerie pour tenter de faire gagner son favori. Je ne crois pas aux sorciers parce que ce sont des menteurs. Ils te demandent beaucoup de choses, par exemple des chèvres, d'autres trucs, des poulets, de l'argent, et à la fin de la journée, t'as tout perdu. Il y a des gens qui vont voir les sorciers pour leur candidat, mais c'est impossible de savoir qui exactement, parce qu'ils gardent ça secret. C'est secret parce que si je vais voir une sorcière, c'est peut-être pour tuer quelqu'un. Ça ne peut pas exister au gouvernement. Parce qu'un politicien gagne grâce à son action envers les citoyens et non grâce à la sorcellerie. En juin dernier, le ministère de l'Intérieur lance un avertissement aux politiques, pas de recours à la sorcellerie pendant la campagne électorale. Le but, éviter d'autres mutilations et meurtres d'albinos, victimes de croyances qui attribuent des vertus magiques à leurs organes. La sorcellerie est déjà punie par la loi depuis 1928. Les mesures s'enchaînent, mais leur effet reste limité. Je connais personnellement des politiciens et des hommes d'affaires qui ont recours à la sorcellerie. Ces croyances sont dures à éradiquer. Une loi a été créée il y a longtemps, mais la sorcellerie est toujours présente aujourd'hui. La loi ne peut pas l'arrêter et nos avertissements non plus. Dr Magnogno, lui, assure déjà connaître le nom du futur président, mais refuse de le dévoiler. Verdict le 25 octobre. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous.